Est-ce qu'on est la même personne tout au long de notre vie? C'est une question qu'on s'est tous déjà posée. On a l'impression d'être soi, et pourtant on change constamment. Aujourd'hui, on va plonger dans cette grande aventure de la vie avec un guide exceptionnel, le psychologue Erik Erikson et sa théorie fascinante des 8 stades du développement. Alors à cette fameuse question, Erik Erikson, lui, répondait par un grand non. Pour lui, notre personnalité, elle n'est pas du tout gravée dans le marbre. Au contraire, elle évolue, elle se transforme à travers une série de défis, de crises et, heureusement, de réussites. Et voici la carte de ce grand voyage intérieur, les 8 stades de la vie selon Erikson. Chaque étape est comme un carrefour, avec un conflit bien précis à résoudre pour pouvoir grandir. C'est une véritable odyssée de la construction de soi en fait. Allez, on commence par le tout début. Tout commence ici. Le premier grand défi de la vie, c'est celui de la confiance contre la méfiance. Un bébé, il est entièrement dépendant. Si ses besoins sont satisfaits avec constance et amour, il va apprendre une chose fondamentale. Le monde est un endroit sûr. Sinon, c'est la méfiance qui s'installe. Cette question, l'air de rien, c'est la toute première interrogation existentielle de l'être humain. Et la réponse qu'on y trouve, qu'elle soit positive ou négative, va jeter les bases de toutes nos relations à venir. Ensuite, l'enfant se met à explorer. Il marche, il parle, il touche à tout. C'est la naissance de l'autonomie, vous savez, la fameuse période du « moi tout seul ». Il veut faire les choses par lui-même. Mais cette quête d'indépendance, si elle est mal gérée par l'entourage, peut vite tourner à la honte et au doute. Et là, le rôle des parents est capital. S'ils encouragent l'enfant dans ses explorations, il va développer une formidable confiance en ses capacités. Mais s'ils le freinent, le critiquent ou le surprotègent, il va apprendre à douter de lui, à avoir honte. Et la question sous-jacente « est-ce que c'est bien d'être moi ?» trouvera une réponse bien douloureuse. L'enfant continue de grandir, et son monde aussi. Il ne se contente plus d'explorer son corps, il veut agir sur ce qui l'entoure. Il invente des jeux, il pose 1 million de questions. Bref, il prend des initiatives. C'est une explosion de créativité. Mais avec ça, vient un nouveau risque, la culpabilité. À ce stade, c'est toute la famille qui devient le terrain de jeu. Si les initiatives de l'enfant sont accueillies avec bienveillance, il apprend à suivre ses propres envies, à se fixer des buts. Mais si on lui dit que ses jeux sont stupides ou que ses questions sont agaçantes, un sentiment de culpabilité tenace peut s'installer. Et hop, direction l'école. L'arène sociale s'élargit d'un coup. Les camarades, les profs, les voisins. Le défi change complètement. Maintenant, il faut développer un sentiment de compétence. Erikson appelle ça l'industrie, dans le sens d'être appliqué, travailleur. L'alternative, c'est le terrible sentiment d'infériorité. Voilà la question qui tourne en boucle dans la tête des enfants à cet âge. L'enfant a besoin de prouver qu'il peut réussir. Et pour ça, la reconnaissance des autres, des copains comme des adultes, est absolument cruciale. C'est ça qui le rend industrieux. À l'inverse, trop de critiques peuvent briser sa motivation et créer un vrai complexe. On arrive maintenant à une étape clé et à un concept qu'Erikson a rendu célèbre dans le monde entier, la fameuse crise d'identité. C'est ce moment de turbulence, de grand questionnement, où l'on essaie de comprendre qui l'on est vraiment. Et ça, c'est le cœur du réacteur de l'adolescence. Ah, l'adolescence. C'est peut-être l'étape la plus connue de sa théorie. Le jeune doit jongler avec plein de rôles sociaux. Il est un ami, un élève, un enfant. L'objectif, c'est de réussir à construire une identité cohérente avec tout ça. L'échec, c'est la confusion des rôles, ce sentiment d'être complètement perdu. La question « qui suis-je » est au centre de tout. Et les influences changent, les amis et les modèles prennent une place énorme. Si l'entourage permet à l'ado d'explorer différentes facettes de sa personnalité, il va se forger une identité solide. Mais si on le force à rentrer dans un moule, le risque de confusion est immense. Bon, une fois qu'on sait un peu mieux qui on est, le centre d'intérêt se déplace. On ne cherche plus seulement à se trouver soi-même, on cherche à se perdre un peu dans une relation profonde avec quelqu'un d'autre. C'est le stade de l'intimité, le désir de créer des liens forts et durables. Le risque, bien sûr, c'est de se replier sur soi, dans l'isolement. Après le « qui suis-je ?», la nouvelle grande question c'est « puis-je aimer ?» Et attention, on ne parle pas seulement d'amour romantique, on parle de la capacité à s'engager vraiment, que ce soit en amitié ou en amour. Réussir à ce stade mène à de grandes joies. Échouer mène à la solitude. L'étape suivante tourne autour d'un concept très beau, la générativité. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce besoin qu'on ressent de laisser une trace, de contribuer à quelque chose qui va nous dépasser, qui va nous survivre. Et nous voilà au milieu de la vie. La quarantaine, la cinquantaine, la grande question n'est plus tant de savoir qui on est ou si on peut aimer, mais plutôt quelle est ma contribution ? Est-ce que je participe à construire le monde de demain ? C'est le conflit entre la générativité et la stagnation, ce sentiment de faire du surplace. La question qui nous taraude, c'est « est-ce que ma vie compte ?»
C'est la question de l'héritage. Ça peut passer par élever des enfants, bien sûr, mais aussi par la transmission de son savoir, par l'engagement dans sa communauté. Quand on sent qu'on contribue, on ressent une grande satisfaction. Sinon, le pessimisme et la stagnation s'installent. Et on arrive à la toute dernière étape, le grand âge. Et ce qui est génial avec Erikson, c'est qu'il ne voit pas du tout la vieillesse comme un déclin. Au contraire, c'est une étape active, cruciale. C'est l'heure du bilan. Et le conflit final oppose l'intégrité, le sentiment d'avoir une vie pleine de sens, au désespoir. La question ultime, c'est celle-là, en regardant en arrière. Si, avec le recul, on voit que notre vie a eu un sens, qu'on accepte les joies comme les peines, alors on atteint un sentiment de paix, d'intégrité. Mais si on ne voit que des regrets, des occasions manquées, on peut sombrer dans l'amertume et le désespoir. Une des choses les plus fascinantes dans cette théorie, c'est de voir comment notre cercle social qui nous façonne ne cesse de s'élargir. On part de la mère, puis les parents, la famille, le quartier, les amis, et on finit par se questionner sur notre rapport à l'humanité tout entière. C'est une expansion continue. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que notre développement ne s'arrête jamais. C'est un processus social qui dure toute la vie et où chaque phase compte. La vision d'Erikson est hyper moderne, elle nous montre que la santé mentale n'est pas juste une affaire individuelle, mais qu'elle se tisse au fil de nos relations à chaque âge de la vie. Et pour finir, une petite anecdote assez géniale qui illustre parfaitement sa propre théorie. Erikson, celui qui a parlé de l'importance de se sentir compétent à l'âge scolaire, a lui-même enseigné dans les plus grandes universités du monde, comme Harvard et Yale, sans jamais avoir obtenu de diplôme universitaire. Une belle victoire de l'industrie sur l'infériorité, non ? Au final, la théorie d'Erikson nous laisse avec une question essentielle. Si chaque période de notre vie est si décisive pour notre équilibre, comment peut-on en prendre soin, au mieux, là, maintenant, à notre propre stade ? Comment cultiver la confiance, l'autonomie, l'identité pour, un jour, atteindre cette fameuse intégration ? La réflexion est ouverte.